La ville de Murcie, dans l'arrière-pays espagnol, baigne dans le soleil une grande partie de l'année. Ce qui en fait un petit havre de paix idéal, mélangeant connaissance avec son université, histoire grâce à ses vestiges qui ont traversé les temps et détente due à son atmosphère paisible. Pourtant, elle sera aussi le théâtre d'une affaire qui choquera le pays entier durant des décennies. Le samedi 1er avril de l'an 2000, du côté de la ville de Murcie, le téléphone sonne dans l'un des commissariats du coin. L'appel est tout sauf une blague. Il semble que des cadavres viennent d'être découverts. Des agents sont envoyés à l'immeuble concerné dans la rue Santa Rosa. À leur arrivée, sur les coups de 17h, c'est la panique. L'atmosphère est pesante, 3 corps se trouvent à l'intérieur du domicile. Que s'est-il passé ? Les policiers l'ignorent et le peu de personnes présentes n'aident pas à la compréhension de ce qui s'est produit ici. Il faut donc entrer pour enquêter. Les 3 cadavres sont tous ceux de la famille Rabadan. Le père, Raphaël, âgé de 51 ans, la mère, Mercedes Pardo, âgée de 50 ans, et la fille, Maria Mercedes, âgée quant à elle d'à peine 11 ans. La nouvelle s'est rapidement diffusée, attirant des journalistes souhaitant couvrir l'affaire. Alors qu'il arrive qu'il soit toléré que ces derniers puissent prendre quelques clichés pour leurs articles, les policiers, dont la plupart sont à l'évidence sous le choc, demandent aux journalistes de ne pas s'approcher du lieu d'enquête. S'ils le font, c'est parce que c'est certainement le spectacle le plus macabre qu'ils n'ont jamais vu. C'est un véritable carnage. La famille entière a été décimée à coups de katana et de couteau. Si cette conclusion est aussi hâtive de la part des premiers agents, c'est parce qu'il ne fait aucun doute sur le moyen employé dans la mesure où les armes du crime, recouvertes de sang, sont encore sur place. Le père, Raphaël, est retrouvé dans la salle de bain. Un sac plastique recouvre son visage. L'entaille au niveau de son cou est si profonde que sa tête ne tient quasiment plus. De nombreuses traces de lames de couteau parsèment sa figure. Sur l'une de ses mains, 3 doigts sont manquants. Il apparaît qu'il a voulu se défendre, mais ceux-ci ont été sectionnés net par une lame acérée. Enfin, plusieurs plaies similaires à celles qu'un poignard aurait laissées sont présentes sur sa poitrine. Le corps a été déplacé, c'est évident. Il suffit de suivre l'épaisse et large traînée de sang partant du lit, traversant le couloir pour rejoindre la salle de bain. Ceci conduit les inspecteurs à une première conclusion. L'attaque s'est déroulée de nuit alors que le père dormait et, par conséquent, certainement les autres membres de la famille aussi. Toujours dans la salle de bain, avec le corps de Raphaël, se trouve celui de sa fille Maria. Sa dépouille est à l'intérieur de la baignoire, qui est remplie d'eau, mais aussi de sang, rendant le spectacle encore plus immonde qu'il ne l'est déjà. Seul le corps est présent, la tête qui en a été détachée, quant à elle, se trouve dans une autre pièce à l'intérieur d'un sac. La pauvre Maria fut attaquée de la même manière que son père. Enfin, Mercedes, la mère, est découverte mutilée sur le lit et dans un état bien pire que les 2 autres cadavres. Voici la famille Rabadan au complet. Enfin, pas tout à fait, puisqu'il manque un membre, José, le fils âgé de 16 ans, qui est porté disparu. Est-il l'auteur de ce carnage à la violence inouïe, ou bien une victime lui aussi ? Les inspecteurs ne comprennent pas pourquoi seul lui aurait survécu à un tel assaut et décident de le considérer comme un suspect. S'ils le font, c'est parce qu'entre-temps, ils ont reçu un tuyau provenant de la mère de l'un de ses amis. José se serait confié à un copain. Il lui aurait dévoilé être le meurtrier de toute sa famille. Une affaire si inhabituelle dans le coin qu'elle a l'effet d'une onde de choc. Des dizaines de résidents se rassemblent devant la maison. Tous les voisins sont unanimes. José est un jeune garçon calme, sans problème apparent, et dont il est impossible de croire qu'il soit l'assassin. Mais si ce n'est pas lui, qui est-ce ? Pour en avoir le cœur net, il faut le retrouver et faire le clair sur toute cette affaire.
Nous sommes toujours le samedi 1er avril, il est 19h à présent, les corps sont sortis du logement. Mais la foule, quant à elle, ne diminue pas. Une aubaine pour les policiers, si l'on peut dire, qui vont faire le tour des personnes présentes, et notamment des voisins afin de recueillir leurs témoignages. Certains sont précieux, affirmant que José a été observé dans la zone au moment où le crime aurait pu être commis, incitant un peu plus la police à faire du jeune homme sa priorité numéro 1. Avec autant de précision, une photo estampillée du visage de leur suspect est diffusée. Il est espéré, si ce n'est assuré, que bientôt José Rabadan sera assis dans une salle d'interrogatoire pour s'expliquer. Mais au bout de quelques heures, il faut se rendre à l'évidence. La tâche ne sera pas aussi simple que prévu, dans la mesure où il n'y a absolument aucune piste permettant de remonter jusqu'à sa localisation. En parallèle, les inspecteurs continuent de se renseigner sur le garçon. Il serait solitaire, mais normal, au dire des gens du quartier. Ce qui pose un problème s'agissant du mobile. Alors, pour être tout à fait sûr, ils analysent sa chambre. Il se pourrait que la personnalité de José soit un peu plus complexe que celle décrite par ses voisins. Des livres dont le sujet et le satanisme sont retrouvés. Des armes blanches, nombreuses, sont découvertes à l'intérieur d'une armoire. Des poings américains, des nunchakus, une hache à main, des shurikens et plusieurs couteaux militaires. Il apparaît que José adore les arts martiaux depuis l'âge de 10 ans. Ses parents avaient tout à fait connaissance du dangereux matériel qui se trouvait dans l'armoire. Son père lui ayant même offert l'arme du crime, le katana. Les enquêteurs, en revanche, apprennent que sa passion pour le satanisme était restée secrète. Est-ce là ce qui aurait conduit au crime ? Il est impossible de l'affirmer ou de l'infirmer. Ce qui est certain, ce sont les détails des meurtres dont la description se trouve dans le rapport du médecin légiste. Le père, Raphaël, a 2 profondes entailles au cou et au visage. 15 coups de couteau sont relevés partout sur son corps. Mercedes, la mère, a été transpercée à 2 reprises au niveau de la poitrine et 25 entailles sont découvertes sur ses bras, 11 au niveau de sa tête. Enfin, Maria, qui a été décapitée, a 15 blessures sur la tête et 5 sur la poitrine. Toutes ont pour origine le katana ou bien l'un des couteaux appartenant à José. La violence de l'attaque, le fait que le suspect numéro 1 dans celle-ci possède mais également maîtrise le maniement d'armes mortelles et qu'il se promène en liberté quelque part en Espagne, crée une certaine angoisse, tant chez les policiers que chez les civils espagnols. Le problème est que l'enquête piétine, jusqu'à ce qu'un tuyau soit transmis aux inspecteurs en charge du dossier. Une certaine Sonia passe un coup de téléphone à la police. Elle détiendrait une information concernant José, et pas des moindres, puisqu'elle annonce que le jeune homme se rend à Barcelone. Pourquoi se rendrait-il à 600 km de chez lui ? Sonia indique qu'elle connaît José. Il l'a contacté par le biais d'un réseau social en lui annonçant qu'il viendrait à Barcelone pour une visite dans les prochains jours. Évidemment, si Sonia contacte la police, c'est parce que José aurait aussi révélé avoir tué toute sa famille. On peut comprendre la détresse de l'adolescente qui n'a pas nécessairement prévu de mourir. D'ailleurs, le lendemain, le 2 avril, tandis que la nouvelle se propageait à travers les journaux, Ana Maria Costa, une policière n'étant pas en service, regarde les informations et découvre avec stupeur qu'elle s'est retrouvée seule avec José Rabadan. Le jeune homme faisait de l'autostop pour se rendre au centre d'Alicante, à environ 80 km du lieu du massacre. Ana Maria, émue par la situation, la conduit à sa destination, mais regrette à présent, bien qu'elle n'ait rien à se reprocher, et contacte ses pairs afin de les orienter correctement dans cette chasse à l'homme. D'après les enquêteurs, il semble bien, vu l'itinéraire emprunté, que José tente de rejoindre Barcelone. 2 jours plus tard, le 4 avril, à 8h du matin, Francisco Terol, un agent de sécurité de la gare d'Alicante, repère 2 garçons suspects. Ils le deviennent encore un peu plus lorsque l'un d'entre eux s'approche d'un kiosque à journaux pour s'informer sur le massacre de la famille Rabadan, en une de presque toute la presse quotidienne. Francisco s'approche des 2 jeunes hommes en leur demandant où est-ce qu'ils comptent se rendre. Ils disent qu'ils retournent à Barcelone voir leurs parents.
Alors qu'ils sont en train de répondre, l'agent de sécurité remarque la ressemblance entre le garçon recherché et celui qui se tient en face de lui. Mais il a un doute. Il y a certes une ressemblance, mais aucun des deux n'apparaît nerveux. Ce qui est curieux lorsque l'on est en fuite après avoir découpé au katana l'ensemble de sa famille. Et pourquoi sont-ils deux ? Bon, Francisco constate tout de même qu'ils n'ont pas de bagages et paraissent extrêmement fatigués, comme s'ils voyageaient depuis plusieurs jours quasiment sans dormir. Dans le doute, il fait comme si de rien n'était, puis se rend à une cabine téléphonique où il compose le numéro de la police pour signaler sa rencontre suspecte. Des agents ne tardent pas à débarquer discrètement à la gare pour procéder à l'arrestation qui se fait en douceur. José Rabadan, ainsi qu'un ami à lui nommé Oliver, n'opposent aucune résistance. Ils sont tous deux conduits au commissariat central de la ville d'Alicante pour y être interrogés. L'arrestation ne passe pas inaperçue. Les journalistes sont déjà sur place pour prendre les premières images du suspect. Ils ne sont pas seuls, il y a énormément de monde autour, des simples citoyens qui insultent le jeune homme pour l'acte qu'il a, selon eux, commis. Une fois placé en garde à vue, il s'avère que son ami Oliver n'a rien à voir avec l'histoire horrible qui s'est déroulée il y a quelques jours. En revanche, José avoue tout. Il reconnaît avoir massacré toute sa famille à coups de sabre, couteau et machette. Ses aveux sont d'une froideur sans précédent pour les enquêteurs, choqués que de tels actes et de tels propos puissent être dévoilés sur un ton autant dénué d'émotion. Il justifie le meurtre sauvage de sa famille parce qu'il souhaitait se sentir seul et libre. Son père, Raphaël, était un homme strict d'après lui qui bridait sa vie, alors il a décidé de mettre fin à la sienne. S'agissant de sa sœur, celle-ci était atteinte du syndrome de Down, appelé communément aussi la trisomie 21. Ne voulant pas qu'elle se retrouve orpheline et souffre du manque de ses parents, il l'a donc exécutée également. Quelle bienveillance! Durant l'interrogatoire, José précise tout de même qu'il aimait sa famille. Mais bon, a priori, pas suffisamment pour éviter de la découper au katana. Le 5 avril, le jeune homme est placé en détention et, évidemment, isolé des autres détenus, tant les autorités ne savent pas à quoi s'en tenir avec lui. Car oui, il y a une question cruciale. Détient-il toutes ses capacités mentales ? Les policiers se permettent d'en douter, d'une part à cause de l'acte qu'il a commis, certainement l'un des plus violents que l'Espagne n'a jamais connu, et d'autre part de son absence totale d'émotion lors de sa garde à vue. Les spécialistes se déchirent sur cette question. S'agit-il d'un psychopathe, d'une personne cruelle sans le moindre sentiment et égoïste, ou bien d'un individu dérangé mentalement ? Pour tenter de comprendre, il faut fouiller le passé de José. C'est le 26 décembre 1983 que José Rabadan vient au monde. Il est le premier enfant de Raphaël et Mercedes. Ces derniers sont ravis de sa naissance. Ils lui apportent tout leur amour et il est un enfant gâté. Il est vrai que, malgré les efforts des parents, José n'est pas le plus assidu à l'école. Il en est même totalement désintéressé, ce qui a vocation à créer des tensions au sein de la maison. L'environnement deviendra encore plus compliqué lorsque Maria, la petite sœur de José, sera diagnostiquée du syndrome de Down. Bien qu'il y ait des hauts et des bas, il semble que la famille soit très proche néanmoins. Seulement, les problèmes scolaires que rencontre le garçon commencent à poser de sérieuses difficultés quant à son avenir. Raphaël décide de prendre les choses en main pour que son fils ne soit pas en échec total. Il le force à s'inscrire à une école spécialisée en soudure pour qu'il puisse décrocher un emploi à la sortie de ses études. L'avenir de José est une bataille constante entre lui et son père. De nombreuses altercations surviennent à ce propos. Il n'y a rien à faire. Le jeune homme n'a aucune affinité avec les études, ce qui le conduit à prendre la décision d'abandonner la soudure. Il faut bien comprendre qu'à ce stade, José éprouve même des difficultés pour lire. Lorsqu'il était scolarisé, il ne faisait jamais ses devoirs et ramenait des notes catastrophiques. Pourtant, le père n'arrive pas à résister aux caprices de son fils et continue de le gâter. Il lui offre notamment plusieurs armes en rapport avec les arts martiaux, des jeux vidéo, etc.
Puis, en 1999, José tente une fugue pour vivre sa vie seul, sans contrainte familiale. Mais son père ne peut pas le laisser faire. Il finit par le retrouver et le ramène à la maison. C'est à cet instant que le jeune homme a pris la décision de tuer toute sa famille. Il estime que pour être enfin libre, il ne faut plus que ses parents soient en vie. Il planifie donc leur élimination. La date de leur mort sera le 1er avril 2000. À 6h30 du matin, José sort de sa chambre armé de son katana et se dirige vers celle de son père endormi. Il place la lame à quelques centimètres au-dessus de son cou pour être sûr de faire un maximum de dégâts et, pourquoi pas, le tuer immédiatement. José n'a aucune pitié. La lame s'abat une première fois sur la gorge de Raphaël et entaille profondément celle-ci. Par réflexe, le père lève une main. Le second coup de lame lui sectionne 3 doigts avant de venir se planter à nouveau dans la gorge. Le père est désormais neutralisé. Après s'en être occupé, il se rend dans la chambre où dorment sa mère et sa sœur. Le procédé est similaire, de grands coups de katana dont la lame finit par se briser. À cet instant, pour terminer ce qu'il a entamé, il s'équipe d'une machette et d'un couteau avant de s'acharner sur les membres de sa famille. C'est ensuite qu'il place le corps sans tête de sa sœur dans la baignoire et la remplit d'eau. Il tente de faire de même avec le corps de son père, mais il est trop lourd, alors il le laisse simplement à côté de la baignoire. Après avoir transporté les dépouilles, il place des sacs sur la tête des victimes. Des spécialistes du comportement dans les affaires criminelles relient cet acte à une forme de honte de la part de son auteur qui souhaite la dissimuler en recouvrant les visages. José, lors de son interrogatoire, reconnaît d'ailleurs que les visages de sa mère, son père et sa sœur étaient si mutilés qu'il a préféré utiliser des sacs afin de les cacher. Ce n'est qu'au bout de quelques heures qu'il s'enfuit et qu'avec son compagnon de voyage, Oliver, il se dirige vers Barcelone pour rejoindre Sonia, à qui il a parlé de toute l'histoire. En réalité, il y avait une amie de Sonia, nommée Sheila, et c'est elle qui confirme à Sonia, après avoir vu les informations, que José est véritablement le tueur. Elles ont donc contacté les autorités immédiatement, permettant ainsi l'arrestation du jeune homme. À présent, c'est un procès qui attend José. Simplement, il y a encore des zones d'ombre s'agissant du mobile. Les enquêteurs, tout comme les psychiatres, les médias et le public ont du mal à croire qu'une simple envie de liberté aurait pu déboucher sur un massacre au katana. Il y a une disproportion entre la cause et les faits qui laisse planer le doute. D'ailleurs, la presse se fera sa propre opinion, qui variera en fonction du journal. Certains expliquant, sans fondement toutefois, que le satanisme se cache derrière l'agression, José ayant une passion secrète pour celui-ci. D'autres estiment qu'il a développé une obsession pour Squall Leonhardt, le protagoniste du jeu vidéo Final Fantasy VIII. Les journalistes, pour faire les choux gras, créent une analogie entre le personnage de jeu vidéo et l'adolescent tueur. Ils les comparent physiquement, indiquant qu'ils ont la même coupe de cheveux. D'autre part, l'arme du crime, un katana, ressemble à celle du personnage de jeu vidéo qui possède une large épée. Enfin, José jouait beaucoup à ce jeu, et cela suffit aux journalistes pour expliquer le lien de cause à effet. Et ce, malgré l'intervention de spécialistes mentionnant qu'il n'y a aucun lien entre le jeu vidéo et l'acte commis par le jeune homme. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en Espagne, les journalistes sont coquins. Souvenez-vous du traitement médiatique de l'affaire que vous pouvez retrouver sur ma chaîne des filles d'Alcácer. On n'en est pas loin. Quoi qu'il en soit, le vrai motif derrière la tuerie n'est toujours pas connu. Ce n'est pas faute d'avoir tenté en voyant de nombreux psychiatres consulter José, créant même une discorde entre les différents diagnostics, certains le considérant comme un psychopathe narcissique, d'autres pointant des troubles psychotiques qui auraient engendré des hallucinations aboutissant au meurtre, et donc José n'aurait pas été conscient de ses actes. Le procès s'annonce complexe, d'autant plus que l'opinion publique apporte une pression supplémentaire. Les gens souhaitent qu'une sanction exemplaire lui soit infligée malgré son statut de mineur en raison de la gravité des faits. L'affaire est si médiatisée que nécessairement des dérives surviennent, notamment des fans du jeune homme meurtrier qui se mettent à l'admirer et lui envoyer des lettres d'amour et d'admiration.
Ceci a plusieurs répercussions. La première, José prend de la confiance, devenant de plus en plus arrogant, agressif et hautain avec les policiers et autres magistrats. La deuxième est bien plus grave. Le 26 mai de l'an 2000, deux adolescentes de la ville de Cadix, de 16 et 17 ans, qui avaient envoyé des lettres à José en prison, ont égorgé et poignardé 32 fois une de leurs camarades de classe au lycée, qui est décédée. La controverse grandit à l'approche du procès, lorsqu'il est révélé que José est l'héritier de l'ensemble des biens de sa famille et qu'il recevra, en plus, une pension spécifique pour orphelins. Ceci est très mal perçu par le grand public, qui sera déçu une deuxième fois à la fin du procès. Effectivement, il est retenu, après des débats houleux, que José Rabadan est considéré comme non conscient des actes qu'il a commis du fait de ses troubles psychotiques. Il n'effectue donc que 9 mois derrière les barreaux avant d'être placé dans un centre pour mineurs. Suite à une tentative d'évasion, finalement, José sera transféré dans un centre psychiatrique pour mineurs où il devra rester obligatoirement 6 ans avant d'obtenir 2 années de mise à l'épreuve. Après toutes ces années, le 1er janvier 2008, il est libéré. Il se plonge dans la religion et rencontre même une fille qui deviendra sa petite amie d'abord et sa femme ensuite. Ensemble, ils auront une fille qui sera nommée Mercedes comme sa mère et sa sœur. Et là, bon ou mauvais goût, à vous de me dire en commentaire. En 2018, un documentaire est consacré à la vie de cette personne qui n'a pas laissé indifférente l'Espagne. Il détaille que grâce à la religion, sa femme et son enfant, il est désormais réhabilité dans cette société qui souhaitait l'exclure après son ignoble triple meurtre. José s'exprime à nouveau sur son acte et affirme qu'il ne se contrôlait pas étant dans une folie, lui ayant fait commettre une telle horreur. Beaucoup restent sceptiques cependant, dans la mesure où il est avéré que le garçon avait planifié son coup et avait annoncé vouloir tuer ses parents plusieurs jours avant le drame, démontrant ainsi que cette folie n'était pas passagère et encore moins instantanée. Enfin, à quasiment 40 ans, José est-il l'exemple que la réhabilitation fonctionne? Méritait-il donc cette seconde chance ou aurait-il dû être enfermé à jamais? Voilà des questions qui déchirent l'Espagne depuis plus de 20 ans désormais et qui n'auront certainement jamais de réponse, en tout cas jusqu'à ce que José Rabadan récidive peut-être, ou bien finisse tranquillement sa vie sans jamais retomber dans une spirale monstrueuse. Si la narration de cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux présents en description de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Bye.